Salut à tous et bienvenue sur Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens, coach et investisseur. Ancien chef d'entreprise, piégé dans la rat race, j'ai changé de vie pour retrouver du temps, profiter de ma famille, voyager et exercer une activité pleine de sens. Grâce à mes investissements, j'ai atteint l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast. Parce que si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la vraie liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas aussi à l'être dans sa tête. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des livres, du coaching, des voyages entre investisseurs ainsi que des programmes de formation pour vous permettre d'accélérer votre chemin vers la liberté. Et c'est à nouveau avec une joie non contenue, un grand plaisir que je vous retrouve pour cet épisode. Je suis excité, il y a eu les vacances scolaires sur le dernier épisode, donc j'ai enregistré, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Donc je suis très content d'enregistrer ce podcast cette semaine, surtout qu'en plus, il y a une grosse sortie événement cette semaine, on va avoir le temps d'en parler. Mais ne rompons pas la tradition, je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Clément, Florian, Sylvie, Aurélien, Cassandre, Mohamed, Céline, David, Gérald, Manu. Merci à tous. Nous sommes 6219 sur YouTube et 514 notes sur Apple Podcast. 2 notes de plus. Merci à vous tous qui likez, qui commentez. C'est vous qui faites connaître ce podcast. C'est vous qui le faites vivre. C'est vous qui me permettez de développer année après année, déjà 6 ans, une vie de liberté. Et je vous rappelle que si vous voulez entrer en contact avec moi, le plus simple, c'est toujours de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte, avec la petite étoile bleue que je rack tous les mois pour éviter les comptes fake. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, j'essaye de partager du contenu sur Insta le plus régulièrement possible, même si au vu de toutes mes activités, c'est souvent le truc qui saute en premier, mais voilà, je réponds encore à tout le monde. Et je vous propose qu'on démarre sans transition par les news. Et la news la plus importante, j'ai commencé à vous la teaser, c'est que ça y est, la formation arbitrage de patrimoine est sortie. Elle est enfin disponible. Elle est sortie vendredi dernier. Alors, elle était sortie il y a 1 semaine et demie pour les auditeurs du podcast privé à moins 30%. Voilà, les gens qui nous font confiance sur le podcast privé, ils ont 10% de plus. Mais elle est sortie pour le public, pour tout le monde, vendredi dernier. Et elle est en prix de lancement à moins 20% jusqu'à ce dimanche soir, 23 novembre à minuit. Donc un programme sur lequel j'ai énormément travaillé. Je ne vais pas en dire trop aujourd'hui parce que j'ai décidé de dédier le podcast de cette semaine à l'arbitrage de patrimoine. On va parler de tout ça, donc on en parlera un peu plus tard. Deuxième news, c'est que des promos là, ce début de podcast. On va fêter comme chaque année le Black Friday. Donc ça commencera le vendredi 28 novembre, donc à 0h01, on va dire jeudi soir à minuit. Mais voilà, tout le vendredi, toute la journée du vendredi, samedi, dimanche, il y aura moins 25% sur tout. Alors, sauf sur arbitrage de patrimoine, elle reviendra quelques jours. Là, c'est 3 jours à moins 20%. Elle vient de sortir. Donc, comme on fait à chaque fois, elle n'aura pas les moins 25, elle aura moins 20. Oui, sinon, plus vous la prenez tard, plus vous avez de promos. Par rapport à tous les gens qui décident de me faire confiance dès le départ, ça serait injuste. Donc, elle sera à moins 20%. Par contre, il y aura absolument 25% sur toutes les formations, que ce soit mes formations perso, donc bourse exponentielle, arbitrage, je viens d'en parler, elle sera qu'à moins 20, mais toutes les formations que j'ai avec Ben sur AB Investissement, la formation marchand de biens, IMO Pépite, finance perso expert, finance business expert, toutes ces formations-là, toutes les formations que j'ai avec mon Yann sur les gentlemen investisseurs, donc Sale Power, les secrets du Lombard, Rookie Booster, toutes ces formations seront à moins 25%. Et tout ce que j'ai sur Nouveau Départ, toutes mes formations en dev perso avec Fab, là aussi, il y aura moins 25% sur tout. Le code, c'est BLACK25. Donc, je vous le dis un peu en avance, au moment où sort ce podcast, il sort le 17. Mais voilà, le prochain podcast d'Une vie de liberté, pour le coup, il sera le 1er décembre. Donc, ce sera passé. Je vous en parle donc tout de suite. Autre news, c'est news perso, mais je vous en avais parlé dans le dernier podcast. J'ai 4 mois qui sont plus cool, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien du tout. Donc c'est novembre, décembre, janvier, février. Il se trouve que novembre est déjà passé. Mais pour ces 4 mois, j'ai décidé de remettre ma santé en priorité sur le travail, puisque j'ai le retour des hernies cervicales pour les fidèles du podcast. Vous en avez entendu parler de cette fameuse époque. Et 10 ans après,
Ça revient un peu, ça m'embête. Même pour faire les podcasts, au moment où je vous parle, parfois je me tords. Pour ceux qui le regardent sur les GI, il y a parfois où je roule les épaules. Donc, pour les 4 mois à venir, j'ai décidé de vraiment prendre ça en main parce qu'il y a des exercices à faire, de kiné, de choses. Il n'y a rien de dramatique, mais voilà, faut s'en occuper. Et je vous dirai si ça a fonctionné, si en passant le business au second plan et la santé en priorité, ça fonctionne. Mais je pense que c'est important, puis c'est un bon test que j'ai envie de faire, puisque voilà, avec le temps, souvent, même quand on est libre financièrement, même quand on est à fond dans ce qu'on fait et ce qu'on aime et qu'on a plutôt du temps pour soi, bah, on a parfois ce biais de passer un peu, laisser traîner les petites choses. Et j'avais eu des alertes pour les hernies, mais je pense que j'ai laissé traîner. Et donc, en ce moment, j'ai décidé de remettre ma santé en priorité. Donc, bah, voilà, que ce soit sur mon tableau des besoins ou ma feuille d'objectifs, prendre soin de moi, aller au sport, ça passait souvent après le business de me dire, OK, bah, on a une visite IMO, c'est pas grave. Je laisse tomber le CrossFit, j'irai plus tard dans la journée, puis finalement, j'y vais pas et je vais en visite. Bah là, si j'ai CrossFit, il y aura pas de visite IMO. Donc, je vais essayer vraiment de le tenir pour ces 4 mois et je vous ferai un retour là-dessus. On verra si ça fonctionne. J'ai encore 2 news. Mastermind Marchand de Biens les 11 et 12 décembre. Et il nous reste une seule place si vous voulez nous rejoindre pour ces 2 jours dans les bureaux. Ça sera avec un grand plaisir venir nous rencontrer, Ben et moi, et puis bien entendu notre ami Mika, pour passer ces 2 jours ensemble autour du marchand de biens. Il reste une seule place. Et le mastermind entrepreneuriat, ça aussi c'est important que je vous en parle, puisque les places ne sont pas encore en vente. Ce sera les 29 et 30 janvier, save the date, hein, comme on dit. Il y aura plein de surprises. Il y aura une partie du programme de l'année dernière qui sera reconduit, mais il y a aussi plein de nouvelles choses qu'on est en train d'implémenter. On est en train de travailler dessus au moment même où on vous en parle. Un mastermind autour de quelque chose qui nous est cher, parce que avant d'être marchand de biens, coach, entrepreneur, d'être marchand de biens, coach, investisseur, je suis entrepreneur. À l'heure actuelle, j'ai 10 sociétés. Il y a une société de marchand de biens, 3 sociétés de consulting, une société holding, une micro-entreprise et des sociétés foncières. Donc, ça prend du temps quand même, malgré tout, de gérer tout ça. Et je me définis aussi comme chef d'entreprise avant tout. Et c'est aussi le cas de Yann, de Ben et de Fab, avec qui on porte ce séminaire. Et voilà, il y aura Eric qui sera avec nous, qui était déjà avec nous l'an dernier. Puis il y aura aussi des petits nouveaux. On va justement vous parler de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, comment créer son entreprise, comment reprendre une entreprise, comment créer une entreprise avec des salariés, comment créer un business autour de sa liberté, autour de soi. Ça va être vraiment passionnant. Il y a plein de choses qu'on a envie de vous transmettre. Donc, ce sera les 29 et 30 janvier et les places seront mises en vente autour du 8 décembre. Donc, voilà, gardez bien les dates en tête et restez connectés pour savoir quand on lancera les places. Et j'en ai fini avec les news et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Ce podcast est Si le diable était aux commandes, où je suis parti du livre de Napoléon Hill, Plus malin que le diable, mais pour vous parler aussi d'un thread que j'avais vu sur X, fait par ChatGPT, qui était assez édifiant. Ça vous a beaucoup plu. Alors, paradoxalement, le podcast n'a pas fait tant de vues que ça sur YouTube, malgré un super titre, une super miniature. Bon, il a bien cartonné sur les plateformes de podcast, mais c'est rigolo parfois le fait que sur YouTube, j'ai l'impression que j'y comprends rien parfois. Certains podcasts vont cartonner, et c'est souvent avec les clics, avec la miniature, parce qu'il y a énormément de contenu sur YouTube. Sur les plateformes de podcast, c'est souvent assez régulier. Mais voilà, c'était assez drôle. Et voilà, j'ai repris 3 messages dont on va parler ensemble, mais un podcast qui vous a bien plu. Mais avant ça, un petit erratum. Pendant que je fais les podcasts, parfois, je suis tellement dans mon truc que j'en oublie le fil. Et je vous ai parlé d'un des auditeurs du podcast qui traduisait le livre de Harry Browne, qui est derrière moi, How I Found Freedom in a Non-Free World. Et c'est bien entendu Yann qui est en train de le traduire. J'ai dit David, mais j'ai dit n'importe quoi. Et donc, j'ai hâte d'avoir ce livre quand Yann aura fini de la traduction. C'est vraiment une traduction officielle, hein, il a récupéré les droits. Donc, en tout cas, les droits de traduction. Et ça va être chouette que ce livre puisse être... parce qu'en France, on est nul en anglais. Moi, je l'ai lu plusieurs fois en anglais. Et je ne lis pas l'anglais comme je lis le français. Donc, il y a peut-être des subtilités aussi qui m'échappent. Et je serais heureux de le relire en français. Et c'est un livre qui va faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et on en parlera justement avec le message de Sylvie, qu'on va lire aussi
dans ce podcast. Moi, c'est un livre qui m'a énormément aidé à comprendre comment je pouvais être libre et ma définition de la liberté. Et voilà, vous verrez, on va en reparler aussi tout à l'heure. Mais donc, c'est bien entendu Yann qui est en train de le traduire. On a un premier message de Clément. Clément qui me dit « Salut mon tonton, merci beaucoup pour ce podcast, plein de bon sens. Heureux d'entendre que des jeunes lycéens t'écoutent. Ça fait plaisir, au moins tout n'est pas foutu. Je ne connaissais pas ce livre de Napoléon Hill, je vais me le procurer. À bientôt Clément, ton ami fidèle parmi les fidèles auditeurs d'une vie de liberté. » Merci à toi Clément qui est là depuis le début. Franchement, ça me fait très très plaisir. Je suis toujours ravi quand j'ai certains de tes messages, quand j'ai tes messages, pardon. J'en suis toujours ravi, j'allais dire. Et souvent, parfois, je lis certains de tes messages. Ça fait un moment que je n'ai pas partagé un de tes messages. Et je voulais rebondir sur ce que tu me dis sur les jeunes lycéens qui écoutent. Alors, c'est marrant, mais ouais, j'ai... Martin, si tu écoutes ce podcast, je te fais une petite dédicace. Je sais qu'il y a des lycéens qui écoutent tous les podcasts d'une vie de liberté à 16 ans, à 17 ans. Je trouve ça assez hallucinant quand même. Moi, j'en étais pas là dans mon dev perso quand j'avais 16 ou 17 ans. Bon, j'avais pas YouTube non plus, mais je trouve que c'est chouette. Et ce que je veux te dire, Clément, c'est que la jeunesse, elle n'est pas foutue, et je pense bien au contraire. Toujours pareil, il y a une scission, hein, j'en parlais un peu dans le dernier podcast. On a l'impression parfois de voir deux jeunesses, mais en tout cas, moi, celle que je côtoie, celle des villes de campagne, j'ai pas du tout l'impression qu'elle est foutue, puisque nous, on a grandi, ma génération, tu vois, les gens qui sont en début de quarantaine, on a grandi dans le grand rêve socialiste où on nous a dit, voilà, collectivisez et vous aurez une vie incroyable, on s'occupera de tout, si vous n'avez plus d'emploi, vous aurez du chômage, à la retraite, vous aurez de l'argent, l'État-providence vous nourrira en vous enfonçant son sein dans la bouche. Là. Désolé pour ceux qui écoutent Une vie de liberté. Je fais toujours gaffe sur les gros mots sur Une vie de liberté parce qu'il y en a beaucoup, je sais qu'ils l'écoutent en famille, donc je fais attention, mais c'est vraiment un peu cette image-là que j'ai de cet état qui t'étouffe, là, qui veut... On a grandi avec ça, où ça étouffe toutes les ambitions, tout ce qu'on pourrait avoir, de créer de l'entrepreneuriat, de créer à partir de rien, de vouloir se bouger avec toute cette fausse sécurité, et on le voit bien, hein, et la jeunesse d'aujourd'hui, nous, on a grandi avec toutes ces promesses, et on se rend compte qu'elles sont, qu'on nous a menti, quoi. Et la jeunesse d'aujourd'hui grandit dans le monde d'après, le monde où tu n'auras pas de retraite, le monde où t'es Nicolas qui paye et t'es taxé à mort. Et vous savez ce qu'on dit, hein, les hommes forts créent des temps paisibles, les temps paisibles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles, et les temps difficiles créent des hommes forts. Et je ne sais pas si on est en train de vivre des temps difficiles et qu'on est en train de créer une jeunesse forte. Peut-être. En tout cas, c'est un peu le sentiment que j'ai en ce moment, que parmi la jeunesse, il y en a certains qui, le rêve collectiviste les fait pas rêver, justement, et qui rêvent d'émancipation, d'entrepreneuriat, de créer. Donc, moi, j'ai envie de regarder cette jeunesse-là. C'est toujours une question de perception et où on a envie de diriger son regard. Et comme je suis un éternel optimiste et positif, je choisis de tourner mon regard de ce côté-là. Donc, merci encore à toi, Clément, pour ton message. On a eu un message de Manu. Manu, je lui ai répondu directement sous les commentaires parce que c'est un message quelque part qui m'a touché. Manu m'a écrit « Ah, une vie de liberté, j'aurais pourtant essayé, mais à un moment, j'ai pris trop de risques et now, à 48 ans, plus que ruiné, mal endetté, je bosse pour rembourser pour des années et puis c'est tout. Heureusement, je n'ai ni femme, ni enfant, ni animaux. Et finalement, quoi qu'on fasse, il ne restera que de la poussière, le vide et l'oubli. Avec le temps, nous avalerons. » Et ça m'a touché parce que c'est un message qui respire le non-sens, la déprime et peut-être même la dépression. Et je pense qu'on peut s'offrir d'autres perceptions et on peut vivre autrement. Et voilà ce que j'ai répondu à Manu sous le podcast. Je lui ai marqué « Salut à toi, j'ai bien l'impression que ton discours respire la perte de sens. Peut-être qu'il est temps de faire un point et de te remettre au centre du jeu pour te demander ce que tu veux vraiment. Je te rejoins sur le fait qu'à la fin, il ne restera que de la poussière et que l'on partira uniquement avec nos souvenirs. Mais encore faut-il en créer pendant que l'on est bel et bien vivant. Tu sais que je suis là si tu veux en discuter plus en DM et prends soin de toi. » Puisque voilà,
on s'occupe aussi de ça avec Nouveau Départ, que ce soit en coaching, avec Sylvie, bien entendu, avec notre nouvelle coach, Estelle, qui est là, ou en coaching intensif avec Fab et moi. On peut redonner du sens. Et c'est important de redonner du sens. Il ne faut pas rester trop longtemps avec ces pensées-là, parce que ça peut être dramatique. Et surtout, je ne voudrais pas culpabiliser Manu, parce qu'il ne faut pas culpabiliser quand on a ce genre de pensée et qu'on n'a pas appris à penser autrement, qu'on n'a pas appris à s'offrir d'autres perceptions et qu'on ne sait pas faire, en fait, tout simplement. J'ai envie de dire, Manu, c'est normal de penser ce qu'il pense avec le parcours qu'il a eu et ce qu'il nous décrit. Mais voilà, chaque jour est une opportunité de recommencer et on peut apprendre à s'offrir d'autres perceptions. On peut apprendre à penser différemment, et à comprendre qu'une autre vie est possible, mais le changement peut venir que de l'intérieur. Et pour ça, c'est pas magique, hein, c'est pas change ta perception et tu verras. On a des exercices pour apprendre à faire ça, pour apprendre à changer sa perception. Je dis pas que c'est facile, pas du tout. Et je dis pas que le chemin est court, hein. Surtout quand je vois Manu, son message respire le désespoir et le chemin est long. Mais par contre, en 6 mois, 1 an, 18 mois, en travaillant régulièrement, on peut apprendre à changer sa perception et y parvenir. Et croyez-moi, ma vie, il y a 10 ans, je sais que ça peut paraître difficile à croire aujourd'hui pour des gens qui vont m'écouter sur le podcast, qui vont dire « Mais tonton, tu es toujours positif, tu es toujours en train de sourire, tu es toujours en train de positiver. » Alors, je vous rassure déjà, dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours comme ça. Il y a aussi des fois où je perds mon calme et où je m'énerve. Il y a aussi des fois où je suis de mauvaise humeur. Il y a aussi des fois où je vais penser qu'à moi et je vais faire de la peine à mes proches et après je vais m'excuser. Voilà, je suis loin d'être parfait, mais en tout cas, j'y travaille aujourd'hui et j'ai les outils. Et il y a 10 ans, ma vie, elle était bien différente de ce qu'on peut percevoir aujourd'hui. J'étais chef d'entreprise il y a 10 ans, donc on était en 2015, pleine séparation, chef d'entreprise dans les travaux publics, 35 salariés, courir de partout. Ma vie n'avait plus aucun sens, donc boucher les oreilles des enfants, une fois de plus. Mais pour vous dire, j'avais coutume à l'époque de dire que quand on me servait un café et qu'on me disait tu veux un sucre, je répondais non, j'aime mon café noir et amer comme la vie. Ça, c'était ma blague préférée. Et la deuxième, c'était de dire que la vie était un gigantesque chiotte rempli de merde. Voilà un peu ma vision des choses à l'époque. Ça, c'était il y a 10 ans. Et j'ai appris à changer ma perception à partir de 2016, où j'ai rencontré une première coach PNL qui m'a aidé. Et puis ensuite, il y a eu ma rencontre avec Fab, où j'ai fait la fin du travail, mais où j'ai appris avec les outils à m'offrir d'autres perceptions et j'ai commencé à croire pour voir. Voilà parfois pourquoi je dis que pour des gens qui ont la foi, c'est un petit peu plus... je ne dis pas que c'est plus facile, mais ils ont la métaphore, ils ont le modèle, ils comprennent. Quelqu'un qui croit en Dieu, il a une foi qui est inébranlable. Et justement, le principe même de la foi en Dieu, c'est de croire sans avoir de preuves. Là, il faut croire que votre vie peut devenir meilleure sans avoir les preuves et accepter d'arpenter ce chemin et d'avancer sur ce chemin. Et voilà. Et je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose pour toi, Manu. Et voilà. Mais par contre, ça passera que par au départ, une volonté qui vient de l'intérieur. Mais merci encore à toi pour ton message. Et même, j'ai envie de dire, pour le courage de l'avoir écrit. Même si ça paraît désabusé, c'est le premier pas de reconnaître qu'on est dans le non-sens. Et on a un dernier message de Sylvie. Sylvie qui me dit « Merci mon Tony ». Donc Sylvie, notre éminente coach Nouveau Départ. C'est drôle, j'avais envie de discuter avec toi de notre époque, de notre France et de ce gouvernement qui nous tue doucement. Et toi, tu déboules avec ton podcast. Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Attendons avec impatience celui ou celle qui renversera les choses. J'ai envie d'y croire. Gros bisous. Et je le disais tout à l'heure avec ma métaphore, je pense qu'on vit peut-être pas encore des temps difficiles au sens où on a eu des temps difficiles dans notre monde. On a vécu en temps de guerre sur notre sol. On n'en est pas encore là. Mais c'est toujours dans les moments de désespoir qu'apparaissent les hommes et les femmes providentielles. Et j'espère que les hommes ou les femmes providentielles, et j'espère qu'on y aura droit, justement, d'avoir quelqu'un qui saura redonner
à notre pays, à la force de travail, que ce soit les salariés ou les entrepreneurs, les gens qui ont envie de créer, qui ont envie de faire pour la France, la possibilité de le faire. Et pour l'instant, on n'est pas gâtés. Et vraiment, moi, je me dis souvent, nos politiques ne méritent pas, nos entrepreneurs, nos politiques ne méritent pas le peuple français qu'on a, qui est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Bruno Le Maire récemment, qui dit il répond à une journaliste sur le fait d'avoir creusé le déficit, et il dit « on a merdé, mais on a même merdé big time ». Et il se permet de dire ça, et il a merdé de 1000 milliards. Mais sérieux, quoi. À quel moment tu réponds de tes actes? Je veux dire, moi qui suis chef d'entreprise, si demain je décide de ne plus rénover mes biens immobiliers, si demain je décide de découper mes biens immobiliers n'importe comment en marchand bien, si demain je décide de ne plus apporter aucune attention à mes podcasts et de faire que de la merde, je ferai plus de vente de formation, j'aurai des procès sur mes immeubles, mes locataires vont se barrer, et puis je vais faire faillite sur mes entreprises. Et donc je vais répondre de mes actes de mauvaise gestion. Mais là, à quelle heure il répond, ce gars, ces actes de mauvaise gestion? Il est toujours au pouvoir, il prend toujours sa retraite. C'est fou. Et justement, quand on voit ce genre de truc, je me dis que nos politiques ne méritent pas les Français que nous sommes, qui sont pour la plupart des bosseurs, des travailleurs, des gens qui ont envie de créer, et puis tout simplement des gens qui ont envie de vivre en paix, de vivre heureux. Et donc voilà, et je vous invite vraiment à ne pas vous laisser trop plomber par tout ça. Et j'espère que dans Une vie de liberté ou dans les gentlemen investisseurs, parfois on n'est pas trop plombant avec tout ça, parce qu'on reste aussi des humains. Et parfois, quand on voit les taxes qu'on paye, là, il y a 15 jours, j'ai encore balancé 6 000 € de CFE, j'ai vraiment l'impression de jeter de l'argent dans un trou sans fond, quoi. Cette année, on a donné une somme à 6 chiffres en impôts, c'est zinzin, quoi. Et bien sûr qu'il nous reste de l'argent, et bien sûr que j'ai des très beaux bureaux avec des belles voitures de sport. Mais croyez-moi, j'aurais pas des voitures de sport qui ont 10 ans si on me laissait tous mes impôts. Alors si, j'en aurais qui ont 10 ans parce que j'aime cette époque par-dessus tout. Mais voilà, j'en aurais peut-être pas 2, j'en aurais peut-être 4. Et encore, je suis trop minimaliste pour en avoir plus que ça. Bon, c'est des mauvais exemples, arrêtez. Mais qui se met dans la merde tout seul. Et en plus, je vais perdre mon fil. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, si l'État ne me prenait pas tout, j'aurais plus d'argent pour faire d'autres choses. Et bien sûr que des fois, ça me plombe. Mais je fais attention à ne pas me laisser trop plomber. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à vous créer parfois votre propre réalité. Je vais développer, mais à vous construire un bel intérieur chez vous. Un intérieur qui vous ressemble, un intérieur dans lequel vous vous sentez bien. Si vous aimez la tradition, un intérieur qui respire la tradition. Si vous aimez les intérieurs épurés, un intérieur qui est épuré. Mais faire de chez vous votre royaume. Quand je vois nos bureaux avec Ben, on les a créés vraiment, on a créé notre propre réalité. Enfin, je veux dire, moi, même il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé me dire que je vais avoir des bureaux dans lesquels il y aura un studio de podcast, il y aura une salle pour recevoir mes séminaires, il y aura au rez-de-chaussée un canapé avec une maxi télé où je peux jouer à la console, il y aura des voitures de sport, et que ce soit une sorte de garage Playmobil pour grands, et où je reçois à l'intérieur mes agents IMO, mon banquier, mon notaire, mes clients, et en étant parfaitement aligné avec tout ça. Et donc, à quel moment ça, c'est, on va dire, entre guillemets, logique ou la norme? C'est pas du tout la norme. Mais on a décidé de se créer notre propre réalité, celle dans laquelle on a envie de vivre, celle dans laquelle on croit. Et jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne. Et dans le monde qu'on a décidé de se créer avec Ben, c'est ça que je veux vous dire, mais une fois qu'on a fermé le portail là-bas, une fois qu'on a fermé la porte du bureau et qu'on est tous les deux dans ce royaume, en fait, chez nous, il n'y a pas de collectivisme, il n'y a pas de communisme, il n'y a pas de Bruno Le Maire qui a merdé big time. De la même façon que quand on vous dit en méditation qu'on vit l'instant présent et que dans l'instant présent, Eckhart Tolle nous dit que tout va toujours bien et que dans l'instant présent, ce moment même, cette même seconde, il y a finalement juste moi qui respire et il n'y a pas de problème. Quand on a fermé la porte de ces bureaux, qu'on a coupé Instagram, qu'on a coupé YouTube, il y a juste Ben et moi, les voitures, des parties de Mortal Kombat, du boulot sur l'ordinateur, des parties de mini-golf sur la moquette, où on se prend pour des traders américains qui sont en haut d'une tour à New York. Voilà, ça c'est notre réalité, c'est celle dans laquelle on vit. Alors bien sûr, en dehors de cette bulle, il y a le monde entier, mais dans cette bulle-là, précisément, il n'y a pas Louis Boyard, quoi.
Il n'y a pas Louis Boyard, il n'y a pas Mathilde Panot, il y a personne. Et ça, c'est magique. Donc, comme nous, où on a nos bureaux, vous pouvez aussi choisir, je pense, la réalité dans laquelle vous voulez vivre. Ça passe par le fait de couper sa télé, couper sa radio, couper certaines chaînes YouTube aujourd'hui, maintenant aussi, un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement déconnecté du monde. Bien sûr que je suis conscient que tout ne va pas bien, et c'est une certitude, et je le dis assez dans les podcasts, mais il ne faut pas que ça devienne ou une excuse, ou un truc qui vous plombe et qui vous empêche d'avancer. Donc, faut le remettre à sa juste place. Ce qui se passe dans le pays, les gens qui nous gouvernent, la gabegie que c'est. Oui, il faut en être conscient, pour être conscient qu'il faut se créer sa propre retraite, qu'il faut investir pour son avenir, pour tout ça. Mais il ne faut pas que ça prenne trop de place pour que ça vienne manger tout le reste. L'essentiel de votre vie, ça doit être cette bulle-là. Moi, mon foyer, chez moi, je suis avec ma femme, avec mes enfants, avec mon chien, avec mon chat, avec le cheval, avec la vue sur les montagnes, avec la piscine devant. Dans ce royaume-là, tout est parfait. Donc voilà, je vous invite à vous créer votre royaume parfait à vous. Et j'en ai terminé avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et je vous propose qu'on attaque le sujet de cette semaine, qui va être l'arbitrage de patrimoine. Ben oui, effectivement, hein, formation, événement qui sort cette semaine, qui est disponible, arbitrage de patrimoine, un programme sur lequel j'ai calculé, mais je crois que j'ai travaillé 250 heures, où j'ai synthétisé tout ce que je sais de ce domaine-là, tout ce qui était cher à mon cœur et tout ce que ça m'a permis de réaliser. Et je me suis dit, autant faire le podcast de la semaine là-dessus. En plus, c'est frais, je suis en plein dedans. Donc, on va en profiter, on va s'éclater, on va parler de ce sujet. Et en introduction de ce podcast, je vous disais que j'ai eu envie de vous parler de tout ça, justement, parce que c'est la semaine événement de sortie, mais aussi et surtout parce que, à titre personnel, juste pour moi, l'arbitrage de patrimoine, faire ces choix-là, ces choix difficiles, ça a changé ma vie. Et justement, je m'en faisais comment dirais-je, je le réalisais encore plus pendant qu'on préparait la page de vente de cette formation, la page qui vous présente la formation avec Alex, qui m'a aidé à réaliser cette page. C'est typiquement la réflexion que je me suis fait. Parce que oui, quand vous avez fait une formation, pour moi, faire la formation, c'est écrire tout le script, c'est tourner toutes les vidéos, c'est réaliser tout ça. Mais une fois que c'est fait, ça ne suffit pas. Il faut faire une page de vente pour donner envie aux gens de l'acheter, puis pour leur expliquer ce qu'il y a dedans. Et souvent, c'est le deuxième Everest. Hein. Moi, je m'arrêterai toujours là. Je n'ai pas le réflexe de parler tout le temps de ce que j'ai fait. Et ces semaines de lancement de formation, elles me demandent des efforts et du challenge parce que c'est pas facile de vendre son travail. Pour moi, ce qui est important, c'est la formation, c'est ce qu'il y a dedans, parce que je sais à quel point ça va vous aider. Faire une page de vente, c'est pas trop mon truc. Donc, je me fais assister d'Alex pour faire quelque chose qui sait capter ce que j'ai envie de transmettre et de faire une page qui me ressemble et pas que ce soit un truc vendeur putaclic parce que j'aime pas du tout. Mais donc, voilà, on a pris un peu de vacances au mois de novembre avec mes enfants. On est allé quelques jours dans ma maison du Sud et c'était un de mes travail à côté, même mon seul travail, un peu faire les allers-retours avec Alex sur la page de vente de la formation. Et c'est typiquement la réflexion que je me suis fait. Et c'est marrant parce qu'Alex, quand je lui ai fait la réflexion, il m'a dit il faut absolument qu'on le mette dans la page de vente. Et je me suis dit, je prends toutes les vacances scolaires avec mes enfants. Aujourd'hui, à 43 ans, je prends 16 semaines de vacances par an. Alors si dedans, je mets les semaines avec les gentlemen investisseurs, quand on part au surf, quand on part à la moto, je les mets dedans parce que pour moi, même si c'est du boulot, c'est quand même un peu des vacances aussi. Mais même si je les enlève, on doit partir à peu près 5 fois, donc ça fait quand même 11 semaines de vacances perso, ce qui est le triple de ce que j'avais avant, puisque dans ma vie d'avant, je prenais 4 semaines et on va dire un salarié moyen aujourd'hui à 5-6 semaines, donc, ou un entrepreneur, souvent moins de vacances, mais un salarié moyen à 5-6 semaines. Je me dis, j'ai quand même le double de vacances et peut-être même le triple si je compte les semaines avec les GI. Et je me voyais, on est parti dans notre maison du Sud et je me disais, c'est fou qu'avec les choix que j'ai faits par le passé, en fait, quoi que je fasse, le frigo se remplit tout seul. C'est ce que j'expliquais dans le dernier podcast, dans un des derniers podcasts, que ces 5 dernières années, la bourse m'a ramené une somme à 5 chiffres par mois sans que je fasse rien. C'est du full revenu passif. À côté, j'ai encore du revenu immobilier. Et puis, bien sûr, j'ai les revenus de mes business actifs. Mais
le choix que j'ai fait du métier de marchand de biens me permet de le faire à distance. Et je me suis dit, que ce soit mes arbitrages de patrimoine ou l'arbitrage de mon temps, ce que j'ai décidé de faire de mon temps, puisqu'avant j'étais entrepreneur de travaux publics, je travaillais 70 heures par semaine pour gagner autour de 70, peut-être 80 000 euros par an, quelque chose comme ça, une fois qu'on a mis les frais kilométriques et les primes. J'échangeais 70 heures semaine de mon temps. Aujourd'hui, j'échange 15 heures de mon temps chaque semaine pour gagner bien plus que ça, juste avec le marchand de biens. Donc, voilà, ma réalité, quand je vous disais choisir la réalité dans laquelle je veux vivre, j'ai décidé de changer de réalité. Et ça, j'ai réussi à le faire par des arbitrages patrimoniaux, savoir vendre des biens immobiliers au bon moment pour investir en bourse et en crypto, et surtout un arbitrage drastique de mon temps, décider de ne plus allouer 70 heures semaine de mon temps à une activité qui me rapporte 6 000 euros par mois, mais plutôt d'allouer 15 heures de mon temps à une activité qui m'en rapporte 15, quoi. Donc, je me suis fait cette réflexion à quel point l'arbitrage avait changé ma vie quand j'étais là-bas, à quel point j'étais libre et que ce n'est pas tous les papas qui pouvaient prendre 5 jours dans une semaine pour descendre avec ses enfants en vacances. Et je me suis vraiment dit que c'était grâce à l'arbitrage que j'en suis là où j'en suis et que je peux aussi prendre 2 heures ou 3 heures une matinée pour tourner une vie de liberté. Et je me suis dit, ce parcours-là, c'est l'illustration même de l'expression « choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile ». Et vraiment parce que faire des choix faciles, garder certains biens que j'aurais dû vendre, ne pas investir en bourse parce que la volatilité fait trop peur, ça m'aurait donné une vie difficile. Et aujourd'hui, j'ai objectivement une vie facile, même si je choisis toujours de travailler beaucoup, et j'en parlais tout à l'heure de mettre ma santé au second plan, mais c'est un choix du passé. Mais aujourd'hui, j'ai une vie facile parce que j'ai fait des choix difficiles. Et je vais vous parler de certains de ces choix dans ce podcast. C'est des choix que je développe vraiment dans la formation. Il y a plein de cas concrets parce que je veux que vous puissiez vous identifier. Mais voilà, je vous en donnerai quelques-uns dans le podcast. Mais avant d'en arriver là, je vous propose qu'on fasse un peu d'histoire sur l'investissement en France. Quand on fait de l'investissement en France, ça commence toujours par un vrai biais sur l'immobilier. La construction du patrimoine des Français, elle se fait majoritairement via l'immobilier. Et pourquoi ? Il y a plein de raisons à ça. Il y a déjà une histoire de culture française. La pierre, c'est tangible. Investissez dans la pierre. La pierre, c'est la sécurité. Dès que les gens gagnent de l'argent en France, ils investissent dans la pierre. Et l'État français l'a bien compris. C'est pour ça que l'immobilier est autant taxé, qu'on se fait autant massacrer pour les tranches d'imposition les plus hautes. Sur de l'immobilier détenu en perso, de l'immobilier locatif, on est à plus de 60% de taxes sur les loyers. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, il y a ce biais culturel français que la pierre, c'est la sécurité. On a quand même un peuple de propriétaires. Un Français sur 2 est propriétaire de sa résidence principale. Donc c'est quand même pas rien. Et pourquoi ? Parce qu'on a un avantage français. Voilà, il y a plein d'inconvénients à vivre en France. Le fait qu'on soit taxé comme des brutes, bien entendu. Mais il y a un avantage français unique. Et si on ne le saisit pas, on n'a que les mauvais côtés de vivre en France sans les bons. Vous l'avez compris, c'est cet accès qui est quand même relativement facile au levier bancaire. On a accès à des choses qui sont assez uniques en France. On a des crédits qui sont longs. On peut emprunter sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. On a des taux stables. On peut avoir des taux fixes, emprunter à taux fixe. Et on peut emprunter quasiment sans apport, voire même sans apport. Je donne aussi des astuces dans la formation pour pouvoir récupérer son apport assez facilement. On peut emprunter presque sans apport, voire sans apport. Et ça, c'est magique. Et du coup, en France, c'est presque aujourd'hui une des rares façons de s'enrichir. Pour moi, aujourd'hui, pour s'enrichir, la première qui est à la fois peut-être la plus difficile et la plus incertaine, en tout cas la plus risquée, c'est l'entrepreneuriat. Et l'immobilier est, à mon sens, la deuxième pour s'enrichir. On peut créer vraiment de la richesse ex nihilo, à partir de zéro. On prend l'argent de la banque pour acheter un bien et on prend l'argent du locataire pour rembourser la banque. Et à la fin, le bien nous appartient. Donc, pour moi, c'est une des
quelques façons de s'enrichir en France et il ne faut pas s'en priver puisque, on l'a vu, hein, on le voit et on le sait, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accéder à la propriété par rapport à l'époque de nos parents. Dans les années 70, une maison, ça représentait peut-être 6, 7 ans de salaire. Aujourd'hui, une maison, c'est quasiment 20 ans de salaire. Donc, le prix de l'immobilier a énormément augmenté et les salaires n'ont pas suivi en face. Et du temps de nos parents, ils avaient des crédits immobiliers à 6, 7, 8%, mais l'inflation était pareil, de 6, 7, 8%, et l'augmentation des salaires était aussi de 6, 7, 8, 9, 10% chaque année. Donc, tout augmentait et on arrivait à devenir propriétaire. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et pour autant, il ne faut pas s'en priver parce que les choses n'iront peut-être pas en s'arrangeant. Et c'est une des rares façons de s'enrichir. Puisque si l'immobilier progresse plus vite que les salaires, on ne va pas s'enrichir avec des salaires, on va s'enrichir avec l'immobilier. Mais le résultat de tout ça, c'est que les Français, ils pensent que investir égale acheter de l'immobilier. La bourse, la crypto, à part les jeunes, ça les dépasse un peu. Et donc, investir, c'est la pierre pour les Français. Voilà pourquoi il y a ce biais français de l'immobilier. Pourquoi le patrimoine commence en France toujours par l'immobilier. Et c'est pas un mal. Hein. C'est comme disait Arnold Schwarzenegger, le bodybuilding mène à tout à condition d'en sortir. L'immobilier mène à tout à condition à un moment aussi d'en sortir. C'est donc pour ça que le patrimoine des Français, c'est immobilier avant tout à 85%. Le patrimoine des Français est composé à plus de 80% d'immobilier. Et quand on prend les Américains aux USA, les fortunes qui sont supérieures à 15 millions de dollars, le patrimoine est composé de seulement 15% d'immobilier. Donc si vous voulez vous enrichir fortement, il y a un moment où l'immobilier doit diminuer dans le patrimoine. Mais la conséquence justement de ce patrimoine français qui est full immobilier, c'est que c'est de l'enrichissement qui malgré tout est lent et pas très liquide. Et bien entendu, je ne crache pas sur l'immobilier, je vous l'ai dit et je vous le redis. Moi, c'est grâce à l'immobilier que j'ai fait une énorme partie de mon patrimoine et c'est une étape qui est indispensable. Je vous en reparlerai un peu plus loin dans le déroulé du podcast, mais j'ai vu des guerres de clochers sur des influenceurs immobiliers qui vendent des formations, je vais dire qu'ils font un peu la même chose, mais je n'ai pas l'impression qu'on fasse la même chose. Mais les gens qui vendent des formations, qui vous ont vendu pendant des mois et des mois des formations sur l'immobilier locatif et qui vous vendent une formation marchand de biens. Et l'argumentaire de la formation marchand de biens, c'est chier sur l'immobilier locatif. Alors que c'est des choses qui sont absolument complémentaires. Et l'immobilier locatif, c'est une étape qui est indispensable. On ne devrait pas s'en passer. Mais autant c'est une étape indispensable quand on commence, il faut savoir que c'est aussi à ce moment-là que dans sa construction patrimoniale, on prend le plus de risques. C'est là qu'on est le plus à risque. Je vous le disais tout à l'heure, la base de l'immobilier, c'est je trouve un bien, j'emprunte l'argent à la banque, je prends l'argent de la banque pour acheter le bien, et ensuite je trouve un locataire et je prends l'argent du locataire pour rembourser la banque. C'est vraiment la base de l'immobilier. Qu'on fasse de la LCD, qu'on fasse de la coloc, qu'on fasse tout ce qu'on veut, la base de l'immobilier locatif, c'est ça, de créer du patrimoine immobilier. Et nous, on va faire l'intermédiaire entre les deux, entre la banque et le locataire, et on amortit du capital au passage. Et si on se débrouille bien, on arrive à avoir un petit cash flow positif. Alors si on fait de la LCD, on espère un gros cash flow positif, ou en tout cas au moins être à l'équilibre, ne pas avoir ce fameux effort d'épargne, ce fameux cash flow négatif qui nous embête. Et donc la conséquence de ça, c'est que au tout départ de notre vie d'investisseur immobilier, on a un patrimoine brut qui est très élevé au début, sur le papier en tout cas, on possède un immeuble, donc en patrimoine brut, on a un gros patrimoine brut, mais finalement, on a peu de cash disponible devant nous. On va prendre l'exemple d'un investisseur qui aurait acheté un immeuble qui vaut 1 million d'euros. La valeur de l'immeuble, c'est 1 million d'euros. Et lui, il a bien négocié, il l'a payé 900 000. Il a un peu de plus-value latente. Et il a mis 100 000 euros d'apport dedans, 100 000 euros de cash, et il a emprunté 800. Donc notre investisseur, il a un patrimoine brut qui est élevé, qui est à la valeur de son immeuble. Il a un patrimoine brut d'1 million d'euros. Il a mis 100 000 euros d'apport. Il a emprunté 800 pour payer 900 000. Mais donc, il a seulement 200 000 euros de patrimoine net.
Et dans ces 200 000 euros, il y a 100 000 euros qu'il a mis en apport et 100 000 euros de plus-value latente. Donc voilà, patrimoine brut, 1 million d'euros, patrimoine net, 200 000 euros, et cash disponible, zéro du coup. Il a un faible patrimoine net et pas de cash disponible. Mais par contre, notre investisseur, il a toutes les emmerdes à la hauteur du patrimoine brut. Il vient d'acheter un immeuble à 1 million d'euros. Il a pour 1 million d'euros de fenêtres, pour 1 million d'euros de façade, de toiture, de chauffe-eau qui peuvent péter à tout moment. Un immeuble à 1 million d'euros, vers chez moi, ce serait un immeuble de 10 appartements. Donc, puis 10 locataires à gérer. Alors, bien entendu, s'il a pris un crédit sur 20 ans, au bout de 20 ans, il sera propriétaire d'un immeuble qui vaut 1 million d'euros. En 20 ans, il aura peut-être même pris un peu de valeur. Peut-être qu'il vaudra 1 million 2, 1 million 3, 1 million 5. Donc, il se sera vraiment enrichi. Mais c'est au tout début qu'il est le plus à risque. Et surtout, s'il ne fait pas de LCD et qu'il n'a pas de cash flow, qu'il a très peu de cash flow, même au bout de 10 ans, il aura amorti, peut-être dans notre exemple, 400 000 euros de capital, s'il a emprunté sur 20 ans. Donc, il aura un patrimoine brut toujours d'1 million, peut-être 1 million 100 si ça a un petit peu monté, un patrimoine net de 500 000 euros, mais toujours un cash flow très faible. Si ses loyers ont un peu augmenté, peut-être un peu plus de cash flow, mais ce sera compliqué tant qu'il n'a pas matérialisé cette richesse. Et justement, ça lui fait un peu cette illusion de mouvement d'argent où on voit passer les loyers, on les voit rembourser le crédit, mais c'est frustrant parce qu'on n'a pas l'impression de s'enrichir. On a cette sensation qu'on prend l'argent de sa poche droite pour le fourrer dans sa poche gauche et qu'entre-temps, on n'en a pas profité. L'argent, il va circuler entre le locataire et la banque, mais puis peut-être même des petits travaux, les petites rénovations. Mais on a l'impression que ça ne devient jamais de l'argent utilisable tant qu'on n'a pas enfin remboursé le bien et tant qu'on n'a plus le crédit. Et même, une fois remboursé, si on fait l'erreur, parce qu'à mon sens, c'est une erreur de garder un bien plus de 15 ans ou plus de 20 ans, on va arriver dans les travaux et surtout les impôts aussi, parce qu'on n'a plus d'intérêt d'emprunt à déduire, on n'a plus de déficit foncier. Et on peut même arriver dans ce qu'on appelle ce phénomène de cash squeeze, où sur le papier, on a un gros patrimoine net parce qu'on a amorti, mais dans les poches, on n'a pas de cash. On voit l'argent passer, mais il n'y a aucun moment où il nous reste dans les doigts. Il vient amortir, on amortit du capital, on s'enrichit. On a un peu ce sentiment de richesse théorique, parce qu'on voit nos biens, on sait qu'ils sont là, on sait qu'il y a de l'argent, mais on n'a pas de marge de manœuvre. On a cette illusion d'avancer, et ce n'est pas une illusion, parce qu'on avance réellement, on crée de la valeur nette, mais on ne capture pas cette valeur. On va posséder des actifs, on va créer de la valeur nette, mais cette valeur, tant qu'on ne la matérialise pas, elle est coincée dans les biens immobiliers. Et c'est aussi pour ça qu'à la parenthèse et partout, et dans la formation Finance Perso Expert, j'insiste énormément sur le remplissage du fichier de la photo du patrimoine chaque mois pour se rendre compte de la façon dont vous vous enrichissez en amortissant du capital. Moi, je remplis cette feuille depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et j'ai commencé en 2015, et vous allez voir, je vais vous parler de mon histoire personnelle, d'histoire de 2012 où je ne le faisais pas et où je n'avais même pas ce sentiment de m'enrichir parce que j'ai l'impression que mes loyers de locataires partaient directement rembourser le crédit. Je voyais mes lignes de crédit diminuer, mais comme je ne faisais pas un fichier de ma valeur nette à cette époque-là, je ne me rendais même pas compte de mon enrichissement mensuel. Aujourd'hui, je continue de faire ce fichier et je vois que mécaniquement, j'ai un enrichissement tous les mois d'une somme à 5 chiffres parce que j'amortis du capital tous les mois. Et donc, voilà où j'en étais. Je vais vous raconter un peu de mon histoire personnelle et le point de bascule, à quel moment je me suis dit « mais c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça ». Et où j'ai découvert la puissance de l'arbitrage de patrimoine. Et moi, j'ai fait beaucoup avec l'immobilier. Dès 2008, j'ai acheté mon premier immeuble. Ensuite, j'ai entrepris la construction de ma résidence secondaire. J'ai fait mon deuxième immeuble en 2011. J'ai continué l'investissement locatif à côté, résidence principale, donc résidence secondaire. J'avais un gros patrimoine brut, mais voilà, peu de cash disponible. Alors, je gagnais bien ma vie et j'étais un vrai auvergnat, une vraie fourmi. Donc, je mettais de l'argent de côté, mais je le mettais en DCA sur mon PEA et en DCA sur mon assurance vie. Et je ne voulais absolument pas toucher mon PEA et pas toucher mon assurance vie. Pour moi, c'était comme si
J'avais pas cet argent, donc je le mettais de côté. Je voulais vraiment pas casser mon PEA, pas casser mon assurance vie. Je voulais continuer de faire ma boule de neige à côté. Et c'est comme ça qu'en août 2012, où à cette époque j'avais 20 lots en tout, j'avais tout pile 20 lots, à la fin de la construction de ma résidence secondaire, bien rat race, j'ai pris un petit choc de réalité. Je me souviens, j'étais en train de peindre les montants de mes placards dans la maison du Sud. Et j'ai payé une dernière facture que j'avais plus anticipée, parce que j'ai dépassé à la fin un petit peu mon crédit. Je crois que c'était un bout de la facture du façadier ou un bout de la facture de l'électricien. Et il me restait en tout et pour tout, donc hors PEA et hors assurance vie, où j'avais déjà une somme à 5 chiffres à l'époque que j'avais mis de côté, mais il me restait 1800 balles sur mes comptes. Et c'était hors de question de toucher à mon PEA, hors de question de faire un retrait sur mon assurance vie, surtout qu'à l'époque, je croyais que si je retirais sur l'assurance vie, ça la cassait. Donc, je voulais surtout pas retirer. Et il m'est resté 1800 € sur mes comptes. Alors, j'allais rapidement retravailler, toucher mon salaire en août, toucher mon salaire en septembre, et j'allais rapidement me refaire, parce qu'à cette époque-là, je devais avoir un DCA à au moins 1500 € par mois, et voire entre 1500 et 2000. Mais là, j'ai été en plein stress parce que je me suis dit, comme le disait Robert Kiyosaki, les gens sont à 2 salaires de la faillite. Moi, j'étais à un demi-salaire de la faillite. En tout cas, comme je le percevais, bien sûr, j'avais de l'argent à côté, mais voilà comment je l'ai vécu sur ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, je vais toucher à mon trésor que j'essaye de construire sur mon PEA ou sur mon assurance vie. Je vais toucher à ça et je veux pas. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu dépasser à ce point et me mettre dans la merde à ce point, à être à 1800 balles de pas pouvoir payer une facture pour la maison. Et surtout que j'ai fait une très belle maison, donc c'était rat race à mort, hein, une superbe maison avec la vue sur la mer. Et c'est en décalage complet. Et donc, bien sûr, un patrimoine, j'étais déjà millionnaire à l'époque, un patrimoine immobilier conséquent de plus de 20 lots, avec une partie déjà qui commençait à bien s'amortir, une partie avec des très belles plus-values latentes, parce que voilà, mon coin a vraiment monté, que ce soit dans le sud ou à côté de chez moi, dans la Loire. Et me dire qu'il y a 1 million, en tout cas il y a plus d'1 million de patrimoine net sur le papier, et hors assurance vie, hors PEA, j'ai 1800 balles devant moi, quoi. Comment c'est possible ? Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez sûrement déjà eu ça, cette sensation d'avoir un joli patrimoine immobilier et que vous manquez de cash en permanence, tout le temps, parce qu'on est sans cesse en train d'investir, de faire des apports. Et c'est là où j'ai eu ce déclic intérieur, où je me suis dit, c'est pas possible d'avoir autant sur le papier, mais d'être aussi fragile finalement, financièrement. Et je me suis fait cette réflexion où je me suis dit, mon patrimoine doit servir ma sécurité maintenant, et mon patrimoine ne doit pas me mettre au bord du gouffre comme ça. C'est trop. Et je me suis dit que certaines choses devaient changer dans le futur et qu'une fois mes biens encore plus amortis, ça ne doit pas être toujours comme ça. C'est trop à risque et que je dois donc arbitrer certains biens. Et pourtant, voilà, c'est une étape de réflexion que les gens ne font pas. En fait, ils ont cette réflexion-là, ils se disent c'est la merde, mais ils continuent comme ça et ils n'arbitrent pas. Et donc, pourquoi les gens n'arbitrent pas leur patrimoine immobilier ? Pourquoi, de mon expérience, de aujourd'hui les centaines de coachings que j'ai fait, les centaines d'investisseurs que j'ai vus, pourquoi ils ne le font pas ? Elles ne sont pas toutes dans l'ordre, les peurs, mais il y en a beaucoup. Une des premières, c'est de voir le patrimoine brut diminuer et l'impression de perdre, de se dire, en fait, j'ai fait tout ça. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, notre investisseur qui a réussi à lever un immeuble à 1 million d'euros, il est trop content, mais finalement, il va devoir en vendre une partie ou le vendre à la découpe ou vendre son immeuble. Alors oui, il va encaisser peut-être 200 ou 300 000 euros de patrimoine net, mais il recule en patrimoine brut. Et il ne faut pas avoir peur de ça, parce que arbitrer son patrimoine, moi j'ai coutume de dire que c'est reculer pour mieux sauter, c'est prendre de l'élan pour aller chercher encore plus loin. Et le patrimoine brut, c'est un peu être riche au Monopoly quand même. Ce qui compte, c'est le patrimoine net. La deuxième peur que j'ai vue aussi, c'est le lien affectif. Il y a des gens qui ont peut-être investi des années et de l'énergie dans un bien, et s'en séparer, ça peut sembler
quasiment impensable parce qu'il y a un lien affectif. Ça peut être un bien dont on a hérité aussi, ou un terrain de famille dont on a hérité. Et je suis aussi passé par là, et c'est un cas que je traite dans la formation, hein. J'ai vendu un bien de famille avec toutes les émotions que vous pouvez imaginer qui sont associées à ça. Et voilà, je donne aussi des pistes pour prendre une décision, que ce soit de le vendre ou bien entendu de le garder en connaissance de cause, et comment faire pour que ce ne soit pas un boulet dans le patrimoine. Il y a des gens qui ont peur de la fiscalité aussi, de se dire « non mais attends, le bien je l'ai amorti là, en SCI à l'IS, et si je le vends, mais je vais me faire défoncer par les impôts, je vais donner 100 000, 200 000 euros d'impôts ». Et oui, la fiscalité c'est chiant, oui, elle peut être importante parfois, mais si on veut passer sur une dynamique vraiment exponentielle, il y a un moment, il faut savoir la payer. Pour aller, c'est toujours pareil, c'est reculer un peu pour aller chercher plus loin. Il faut accepter de payer la fiscalité à un moment pour aller plus loin. Il y a des gens aussi qui ont peur d'avoir du cash disponible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu énormément, et même une angoisse, hein. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais faire de cash? Là, j'ai un immeuble, je le vois. Mais si j'ai 200, 300, 400 000 euros, en fait, ils ne savent pas réinvestir intelligemment. Alors qu'on l'a vu, hein, sur les plus gros patrimoines aux US, les patrimoines supérieurs à 15 millions d'euros, l'immobilier ne représente que 15% du patrimoine. Donc si on veut aller chercher des gros patrimoines, 1 million, plusieurs millions, il y a un moment où l'immobilier ne suffira pas, et il faudra aller sur des leviers financiers comme la bourse ou Bitcoin. Et ça, c'est vraiment les choses que je développe dans la formation. C'est le cœur même d'apprendre à faire ça. Et ça déboule aussi sur des croyances, hein, que j'ai vues aussi. C'est une des peurs. Le cash, c'est dangereux. J'ai des gens qui ont la peur irrationnelle que la banque le vole, que ça fonde, que ça disparaisse. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri de la faillite du pays, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir, hein, de l'argent sur les comptes qu'on pourra peut-être faire partir si on voit que ça part en sucette, transférer à l'étranger, ou des biens immobiliers dans un pays en ruine. Je ne suis pas sûr de ce que je préfère. Enfin, je pense que moi, je sais ce que je préfère, mais pour moi, je préfère avoir aussi... il faut les deux, bien entendu. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de garde-clocher. Il faut les deux. Et même moi, aujourd'hui, je ne me verrais pas avec un patrimoine qui soit full financier, où je n'ai pas du tout d'immobilier. Mais justement, c'est ça aussi. Être en sécurité, c'est avoir un pied dans chaque chose. On a aussi des gens qui préfèrent laisser dormir, c'est ne pas toucher, faire un peu l'autruche, se dire non mais je ne veux pas y penser, je préfère payer mon crédit, je verrai après, je veux le finir. Et résultat, ils restent bloqués avec des biens qui stagnent en valeur, puisque ça ne prend plus de valeur patrimoniale, des biens qui s'abîment, hein, qui nécessitent de l'entretien, et comme il n'y a pas de cash flow, on ne fait pas les travaux, et ça devient de pire en pire, et qui génère finalement peu de valeur réellement, tant que le crédit n'est pas remboursé. Et donc, on sera peut-être même pas riche dans 20 ans, parce que je vous en parlerai aussi tout à l'heure avec un exemple perso. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier a ce caractère logarithmique. Une courbe logarithmique, c'est une courbe qui monte au départ et puis qui a tendance à plafonner sur le long terme. Et en fait, tant qu'on va amortir du capital, la courbe, elle monte, mais plus on va arriver au bout de 7 ans, 10 ans, 15 ans dans les travaux, plus elle va plafonner sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il y a un moment où il faut apprendre à vendre pour investir sur d'autres supports. Et l'arbitrage, c'est ça. C'est avant tout un travail sur soi aussi, hein. Toutes les raisons que je vous ai données, pour moi, il n'y a aucune raison objective, hein, là-dedans de ne pas vendre, hein. Ce n'est pas des raisons qui sont des maths, c'est toutes des raisons qui sont dans la tête, des raisons psychologiques. Et c'est pour ça que je dis que l'arbitrage de patrimoine, c'est avant tout ce travail sur soi. Et c'est aussi pour ça que j'ai sous-titré la formation « Tu crois que tu travailles sur ton patrimoine, mais en réalité, tu travailles sur toi ». Parce que c'est un travail à faire vraiment sur soi. Et je vais vous donner un exemple concret de tout ça sur l'arbitrage d'un de mes immeubles, de mon deuxième immeuble, puisque, je vous le disais, dans ma vie, j'ai beaucoup arbitré. Il y a des maisons que j'ai vendues à des tiers. Il y en a d'autres que je me suis racheté avec une de mes sociétés. J'ai fait ce qu'on appelle un OBO. C'est aussi un cas dont je parle dans le programme. Puisque arbitrer, on se dit toujours oui, mais je ne veux pas me séparer de mon bien parce que je l'aime. Mais tu peux te le vendre à une de tes sociétés. Et ça, c'est magique. Comme ça, tu gardes le bien et en plus, tu fais du cash. Tu as le meilleur des deux mondes. Et donc, c'est autant de cas d'astuces que je traite dans la formation. J'ai vendu mon ancienne résidence principale à la découpe, par exemple, aussi. C'est quelque chose qui a bien marché, qui m'a permis aussi de vraiment gaper. Et je vais vous donner un exemple qui est aussi dans la formation, qui est vraiment en grand détail dans la formation, j'en parle beaucoup, mais qui est très très parlant.
Mon deuxième immeuble que j'ai fait construire, que j'ai achevé en 2012, je l'ai vendu en 2021. J'ai commencé à le vendre à la découpe en 2021, donc à peine 10 ans après. Et pourquoi? Parce que j'ai une prise de conscience en faisant visiter un appartement, c'est moi qui en assurais la gestion, et je me suis rendu compte que mes logements avaient beaucoup vieilli, que ce soit les cuisines, les salles de bain, et il y avait vraiment des travaux à faire, sauf que mon immeuble, il était à 8,5% de renta quand je l'ai fait construire, et il n'y avait pas de cash flow. J'étais en cash flow à zéro, en SCI à l'IS. Donc, il y avait des travaux à faire, mais moi, j'ai pas de cash pour les financer. Donc, soit il faut que je fasse un nouveau crédit, sauf que je vais devenir en cash flow négatif et je vais être en effort d'épargne, soit je fais rien, je loue comme ça encore 10 ans de plus, et j'ai des locataires pourris. Donc, j'étais un peu, à mon sens, dans une impasse. Et j'avais encore 10 ans de crédit à faire. Et surtout, j'allais faire des travaux qui, quelque part, n'allaient même pas augmenter la valeur de l'immeuble. Parce que dans 10 ans, il serait obsolète. Et je me suis posé la question, puisque j'étais en SCI avec mes parents sur cet immeuble. Mes parents qui, à l'époque, avaient déjà un petit peu plus de 60 ans. Je me suis dit, mais attends, s'il faut faire 10 ans de plus, ça veut dire que mes parents auront plus de 70 ans. Et si à ce moment-là, il faut refaire des travaux et reprendre un autre crédit, et que je fais des travaux sur 7 ans pour refaire toutes les cuisines et les salles de bain. Donc la question que je me suis posée, c'est quand est-ce qu'on en profite vraiment de cet immeuble? On ne va pas mettre 30 ans pour en profiter. Et cet immeuble, il m'a coûté 600 000 euros en 2012. Enfin, il nous a coûté 600 000 euros en 2012 entre le terrain, les travaux. Et en 2021, la valeur du quartier avait explosé. Et alors sur l'immeuble en lui-même, on aurait peut-être été à la renta à 800 000 euros, mais en vente à la découpe, appartement par appartement, on pouvait les vendre pour de la résidence principale. Et j'avais une valeur à la découpe de 1,2 million. Et donc, j'ai décidé de donner congé aux locataires au fur et à mesure pour les faire partir et les vendre pour de l'ARP. Et là, j'ai libéré du cash immédiatement, puisque il me restait bien entendu du crédit, il y a eu beaucoup d'impôts à payer, mais il m'est resté plus de 600 000 euros sur les comptes à la fin. Et donc, je suis passé d'un immeuble qui me rapportait 48 000 euros de loyer brut chaque année, un immeuble qui valait 1,2 million à la découpe, mais qui me rapportait seulement 48 000 euros de loyer brut avant gestion, avant travaux, avant tout le temps pour s'en occuper, à 650 000 euros sur les comptes qui, investis pour partie en ETF et pour partie sur Bitcoin, me rapporte en moyenne du 10%, donc 65 000 euros de revenus financiers annuels, sans rien faire, sans travaux, sans gestion, et avec une capacité, en faisant la règle des 4%, de récupérer au moins 20 000, 25 000 euros de dividendes pour nous, avec un capital qui continue de croître dans le temps, où mes parents en retraite peuvent en profiter maintenant, et pas dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc voilà un peu l'exemple qui est un exemple qui est très parlant parmi ceux que je vous donne dans la formation, où bien entendu il y a un recul en patrimoine brut, mais il y a une vraie progression en patrimoine net, et cette valeur qui était immobilisée dans la pierre, elle est libérée et elle peut progresser de façon exponentielle. Alors bien sûr, ce cash, j'aurais pu le mettre dans le marchand de biens, j'aurais pu le mettre en apport dans d'autres biens immobiliers. C'est toutes des pistes que je vous donne pour que ça corresponde à votre style. Mais dès que vous allez réfléchir votre investissement, rebouger vos pions comme sur un jeu d'échecs, vous avez une véritable accélération en patrimoine net. Et là aussi, mon immeuble, il ne pourra jamais valoir 2,5 millions. Il ne faut pas rêver non plus à la découpe. Mais par contre, ce placement financier, dans quelques années, il va réatteindre 1,2 million et pourquoi pas dans 20 ans, lui, être à 2,5 millions. Donc, voilà ce qui est possible de faire. Et cette idée clé, c'est que arbitrer permet d'extraire vraiment cette valeur qui est bloquée dans les biens. Et pour illustrer tout ça, voilà ce que l'arbitrage vous permet de faire concrètement, parce que c'est peut-être une question que vous vous posez. Vous dites, mais ok, mais quel est vraiment le sens derrière de transformer un bien tangible en cash? Est-ce que ce n'est pas simplement déplacer de l'argent d'une poche à l'autre, le transformer en liquidité? Mais c'est bien comprendre le caractère exponentiel. C'est de transformer du patrimoine qui est illiquide à un moment quand on a beaucoup amorti sur son bien, qu'on a beaucoup remboursé de capital, savoir le vendre avant de rentrer dans tout ce qui va être compliqué, les gros travaux, les gros entretiens, et qui va venir vraiment freiner notre performance. On transforme ça en capital mobilisable. Alors je vous le redis, moi je ne fais pas de la guerre de clochers
Pas du tout. Au contraire, il faut tout. Je fais de l'immobilier locatif long terme. J'en fais encore. J'ai encore acheté des biens cette année à 43 ans avec des crédits sur 15 ans. Je fais de l'immobilier court terme en faisant du marchand de biens. Je fais de l'ETF en perso et sur mes sociétés. Je fais de la crypto et essentiellement Bitcoin en perso et sur mes sociétés. Je ne suis pas dans les guerres de clochers. Il faut tout. Et l'immobilier, c'est central. C'est la pierre angulaire. C'est le départ. L'immobilier locatif et emprunté, c'est le départ. Je le redisais encore il n'y a pas longtemps à la parenthèse, si on est vraiment sérieux avec l'immobilier locatif et qu'on a envie de faire une grosse différence et de créer vraiment de la richesse, ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu, mais il faut avoir 1 million d'euros de crédit sur la tête le plus vite possible. Ce n'est pas un conseil d'investissement, vous l'avez compris, mais voilà, si on veut amortir un montant raisonnable autour de 50 000 euros par an pour vraiment faire la différence et créer de la richesse, avoir une dette d'1 million d'euros sur la tête, ça ne me paraît pas du tout délirant. Voilà. C'est toujours délicat de dire des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Et voilà, il faut commencer par l'immobilier pour amortir du capital, pour créer de la valeur ex nihilo à partir de rien, pour créer ensuite de la richesse et passer sur des actifs qui sont plus performants sur le long terme, qui peuvent faire de l'intérêt composé comme ETF ou même si ce n'est pas vraiment de l'intérêt composé, mais en tout cas qui a une progression fulgurante, Bitcoin, avec des capitaux qui sont significatifs, parce que c'est des actifs qui vont donner tout leur potentiel avec de gros montants. L'immobilier, vous pouvez créer du capital avec du tout petit montant au départ. Mais si vous faites un DCA ETF ou un DCA Bitcoin, c'est super et ça donne une super gymnastique et une super logique pour comprendre comment ça marche, pour tester aussi votre sensibilité au risque, comment vous réagissez quand les marchés montent, quand les marchés descendent. Mais ça doit être un entraînement pour pouvoir à terme mettre des gros capitaux là-dessus. Parce que si vous comptez vous enrichir juste avec du DCA, vous allez y arriver, mais vous allez mettre 30 ans. C'est des actifs qui donnent tout leur potentiel avec de gros montants parce que d'un coup, on fait un slide et on avance énormément sur l'exponentiel. Et ça nous permet surtout de nous mettre dans une vraie dynamique de croissance sans frottement. Et que ce soit donc ce que j'appelle les frottements, ça va être du temps. Vous n'avez pas de temps à y consacrer, pas de travaux, pas de fiscalité tant que vous ne vendez pas. Et pour un ingénieur, un ancien ingénieur en génie physique, non, je le suis toujours, mais voilà, pour un ingénieur en génie physique, ça veut dire quelque chose quand il y a une absence de frottement. Quand vous voulez aller vite en voiture, faut réduire tous les frottements. C'est pour ça qu'on fait de l'aérodynamique sur les voitures. Pourquoi on la travaille autant? Parce que les frottements, c'est quelque chose qui nous ralentit. Et pourquoi en crypto et en bourse, ça va vite? Parce que les frottements sont minimaux. Les dividendes sont automatiquement réinvestis dans les ETF. Et tant que vous ne vendez pas et qu'ils ne nous ont pas remis l'impôt sur la fortune, il n'y a pas de frottement. Et donc, on peut faire accélérer très, très vite. Et c'est ce qui va nous permettre de passer d'un patrimoine qui est statique à un patrimoine qui est actif et passer de cette logique logarithmique de l'immobilier à la logique exponentielle des marchés financiers. Mais encore une fois, il faut les deux. Donc, maintenant que je vous ai fait cette démonstration, j'ai eu 2 questions d'auditeurs qui reviennent souvent et qui m'ont intéressé, que je voudrais vous partager. La première, c'est un auditeur qui m'a dit comment savoir si mon patrimoine il me rapporte assez, comment savoir si je suis déjà dans cette partie verticale de l'exponentiel. Et l'idée, c'est, je vais faire une réponse de Normand, mais ça dépend. C'est extrêmement relatif à chacun. Je le dis souvent, mais 1 000 € investis sur un ETF américain SP500, ça rapporte 100 € par an, 10%. 100 €, ça paye un bon resto. 10 000 €, ça rapporte 1 000 € par an. 1 000 € par an, c'est plus un mois de SMIC, mais ça commence à être presque un mois de salaire une fois qu'on a enlevé les trajets. Donc ça commence à changer un peu la vie. 10 000 €, c'est un 13e mois. 100 000 €, c'est 10 000 € par an. Là, pour un smicard, c'est une dizaine de mois de salaire, 8-10 mois de salaire. Donc ça commence à être extrêmement significatif. Quand vous avez 1 million d'euros investis, ça rapporte 100 000 €. Là, c'est plus que le salaire des 0,1% français, peut-être. Et quand vous avez 10 millions, ça vous rapporte 1 million d'euros par an. Vous avez une liberté financière absolue, à mon sens. Donc, ça dépend à quel point vous vous situez justement dans l'exponentiel et combien vous avez besoin pour vivre. Ça viendra toujours de là, parce que cet auditeur, c'est Thomas. Thomas me disait, mais en fait, tu peux être un éternel insatisfait et vouloir toujours plus et vouloir aller toujours plus loin sur l'exponentiel.
Mais ça serait ignorer la PNL et le tableau des besoins et te dire, OK, combien j'ai besoin pour vivre, combien j'ai besoin pour être réellement bien et ne plus compter. Est-ce que c'est 5 000, 6 000 euros par mois? Est-ce que c'est 10 000? Après, au-delà, pourquoi pas? Mais voilà, il ne faut pas que vous y perdiez plus que vous allez y gagner dans la quête. En tout cas, si c'est une quête qui est active et dans un métier qui ne vous plaît pas trop. Mais dès que tu commences à te situer dans ces eaux-là, c'est rigolo, dans un des tout premiers podcasts d'une vie de liberté, j'avais fixé le véritable début de seuil de l'indépendance financière à 600 000 euros de patrimoine net. Aujourd'hui, je dirais que c'est toujours vrai et qu'il y a une vraie bascule dès qu'on a 1 million d'euros de patrimoine net. S'il y a 500 000 euros de valeur qui est figée dans l'immobilier, on a déjà du cash flow positif. Et si sur ce million, il y a 500 000 euros qui est investi en bourse, ça nous rapporte en moyenne, selon les années, 50 000 euros par an. Et ça donne une véritable indépendance financière, un véritable début d'indépendance financière et surtout de récupérer du pouvoir sur son temps pour pouvoir faire quelque chose qui nous plaît vraiment, et on le verra dans la deuxième question. Donc, je pense qu'on est plus aujourd'hui sur 1 million pour vraiment pouvoir commencer à desserrer un cran de ceinture, on va dire. Donc, pour moi, avant ça, tu es vraiment dans la partie peut-être encore flat, et ensuite, tu commences à arriver dans la partie verticale quand tu arrives... Mais déjà, quand tu es dans une somme à... Quand je vais te dire ce que je pense, quand tes revenus passifs boursiers commencent à te rapporter ton salaire. Moi, aujourd'hui, ça fait entre 3 et 4 ans que mes revenus de la bourse me rapportent plus que mes revenus du travail actif. Si je mets le marchand de biens, ce que je fais avec une vie de liberté, ça fait 3-4 ans que la bourse me rapporte plus. Et du coup, ça redéfinit même tout mon rapport au temps. Parce qu'aujourd'hui, je gagne autant en restant dans mon canapé ou en allant faire du vélo ou du crossfit qu'en travaillant. Et c'est fou à quel point ça bouleverse le rapport au temps. Et c'est là où j'ai vraiment eu le sentiment de passer dans cette logique exponentielle. Surtout que ça n'est voué qu'à croître finalement. Alors bien sûr, au rythme des années, il y aura des années fastes et des années moins bonnes. Mais en moyenne, ça va ne faire que s'écraser. Et à moins de créer des business qui sont complètement décorrélés ou de faire de la pub comme un fou sur une vie de liberté pour faire beaucoup plus de ventes, mais j'en ai pas envie. C'est très bien comme c'est. Je suis condamné à gagner plus en ne faisant rien qu'en travaillant. Et donc, à avancer sur cette exponentielle. Ce qu'il faut juste pour répondre à ta question, c'est te mettre dans l'exponentiel. Parce que si tu es full immobilier, quelque part, tu n'y seras jamais. C'est à un moment d'accepter de faire cette bascule et de se retrouver avec un patrimoine qui est composé au moins à 30% de placements financiers pour que tu commences à sentir cet effet exponentiel. Et c'est là où tu vas passer de l'enrichissement lent à l'enrichissement plus rapide. Et voilà, comprendre qu'on ne peut pas faire une exponentielle juste avec du patrimoine immobilier. Et moi qui ai fait ce pas il y a maintenant 7-8 ans vraiment, je le vis réellement depuis, on va dire, 3 ans, de gagner plus avec mes revenus passifs qu'avec mes revenus du travail. Et c'est un véritable tsunami. Et ça ne s'arrête pas, c'est ça qui est dingue. Et la deuxième question qu'on a eue de Mathieu me disait, en nom propre, est-ce que si... il y a une question qui revient souvent. Est-ce que si je suis qu'investisseur et que je fais des arbitrages réguliers, est-ce que je peux à terme devenir plus libre financièrement qu'un chef d'entreprise, par exemple? Alors, oui, je vais répondre à ta question. Fais attention, il y a des chefs d'entreprise qui sont dans une rat race complètement folle et ils ne sont pas libres financièrement. Ils sont indépendants financièrement parce qu'ils créent de la richesse avec leur travail. Mais libre financièrement, ce n'est pas le cas. Et je peux te citer encore plein d'exemples de chefs d'entreprise que je connais qui gagnent du 15 000 euros par mois et qui n'ont pas d'argent. Ils ont une très belle résidence principale, parfois une très belle résidence secondaire. C'est que des biens qui coûtent de l'argent et ils sont toujours à 2 salaires de la faillite. Ils n'ont pas de liberté financière à proprement parler. Mais je vois ce que tu veux dire par là, peut-être en disant gagner autant qu'un chef d'entreprise. Est-ce que si j'investis qu'avec mes salaires et que je fais que de l'arbitrage, est-ce qu'un jour je peux gagner 10 000 euros par mois? Je pense que c'est ça que tu veux me dire. Et pour moi, bien entendu, oui, mais surtout, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que cet arbitrage que tu vas faire quand tu investis en nom propre, si tu as de l'immobilier, tu as amorti de la valeur nette, tu vas en vendre une partie pour continuer d'accumuler d'autres lots. En ce qui me concerne, j'ai toujours voulu rester autour de 20 lots en immobilier. Donc, il y a des fois, j'ai eu un petit peu moins, des fois un petit peu plus. Je crois que je suis monté jusqu'à 28 au maximum. Mais j'ai toujours fait tourner, vendu et réinvesti pour en passer
une partie en financier. Et c'est ça qui m'a permis aussi de me dégager du temps. Et c'est ça qui va être hyper important parce que ça va nous permettre, ta question, de basculer sur un des leviers de l'arbitrage. C'est aussi l'arbitrage de son temps. Parce qu'une fois que tu as généré de la richesse, même si tu es salarié, une fois que ton frigo se remplit tout seul parce que tu as ton cash flow, ça te permet précisément de passer ton temps sur ce qui compte le plus pour toi. Et pourquoi pas, justement, lâcher ton travail de salarié et passer sur un travail d'entrepreneur, tu vois. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas opposer investissement et entrepreneuriat. Ce sont deux choses qui vont très bien ensemble, comme il ne faut pas opposer d'ailleurs entrepreneuriat et salariat. On peut très bien être salarié et avoir un job d'entrepreneur à côté, bien entendu. Et dès qu'on fait de l'immobilier, pour moi, on est entrepreneur. Mais si je prends mon ami Romain, notre ami banquier qui nous a fait la formation Dossier bancaire ultime, très bonne formation, encore disponible et qui sera à moins 25% pendant le Black Friday. Romain, il est salarié en banque, hein, il est conseiller pro en banque. À côté, il est investisseur immobilier, donc il est déjà entrepreneur. Et à côté, il a sa boîte où il fait son podcast The Money Show, que je vous invite aussi à écouter. Et il a sa formation. Donc, tu vois, et c'est le fait d'avoir tous ces revenus passifs qui lui permettent aussi de se dégager du temps pour pouvoir entreprendre. Donc, il ne faut pas opposer les deux. Mais par contre, si tu n'es que salarié et que tu investis en nom propre, bien sûr, avec de l'arbitrage régulier, tu peux devenir plus libre financièrement qu'un chef d'entreprise, bien entendu, et avoir 10 000 euros de revenus passifs par mois, j'en suis parfaitement convaincu. Et comprendre que le luxe, à la fin, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est le temps. Et un patrimoine immobilier, c'est beaucoup de temps à gérer. Un patrimoine financier, ce n'est pas de temps à gérer. Donc, c'est ça aussi, réellement, vivre une vie de liberté. C'est la réflexion que je vous faisais en début de ce podcast, quand j'étais dans ma maison du Sud avec mes enfants, où je me dis, en fait, si je coupe mon téléphone, j'ai juste à profiter d'eux, à profiter de ce que j'ai construit et de cette réelle liberté. Ce n'est pas tombé du ciel. Ça a été des choix difficiles, les choix dont on vient de parler, des choix d'arbitrage qui ne sont pas faciles. Mais c'est ça, au final, qui nous donne une véritable liberté et qui fait qu'on peut jouir du bien le plus précieux qu'on a, notre temps. Et voilà, j'arrive déjà à la conclusion de ce podcast. Et en conclusion, j'ai envie de vous dire qu'on construit tous notre liberté, pas à pas. Et le plus difficile, dans le fond, c'est presque jamais l'argent directement. Le plus difficile, c'est d'oser faire des choix qui nous rapprochent vraiment de nous, de ce qu'on veut. Et rappelez-vous, je pense qu'on n'est pas sur Terre pour uniquement empiler des biens. À mon sens, on est là pour vivre le chemin, ce chemin d'indépendance, pour avoir du temps et pour avoir la paix. Et si votre patrimoine ne sert pas à votre liberté, alors je pense qu'il mérite d'être réajusté. Le patrimoine, au final, c'est qu'un outil et la liberté, c'est le but. Et ce chemin-là, il commence toujours à l'intérieur, dans un moment où on se dit « je décide de vivre autrement, j'ai envie d'autre chose ». Je vous souhaite une belle semaine, je vous retrouve ici dans 15 jours et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.